Chers amis, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode de notre série Heads Up. Alors notre série Heads Up, c'est un format qui est consacré à l'interview de personnages intéressants dans l'univers horloger qui nous passionne tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dany Royer, qui est directeur des opérations chez Pékinier. Bonjour Dany. Bonjour Nicolas. Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation qui nous tenait à cœur, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Pékinier et vous êtes la personne idéale pour en parler à mon sens. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Donc le but aujourd'hui, ça va être de repasser un peu, d'abord de parler de Dany Royer et ensuite de parler de toute l'histoire de Pékinier. On va dire revenir sur les étapes un peu importantes de la marque. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment, on va parler aussi du Made in France parce que c'est un débat qui nous intéresse dans le spectre horloger aujourd'hui. Et à la fin, on parlera du nouveau modèle Concorde qui va un peu justement résumer tout ce qu'on a dit auparavant sur ce qu'est la manufacture Pékinier aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Dany, nous raconter un peu votre parcours dans l'horlogerie succinctement, si je puis dire, s'il vous plaît? Alors, mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique et en microtechnique à l'école de Besançon. Et puis, à la suite de ce diplôme, j'ai pu intégrer le groupe Richemont dans le développement de mouvements de montre pour toutes les marques du groupe. Donc, pendant 10 ans, j'ai effectué ce poste-là. Et en 2014, j'ai eu la chance de découvrir Pékinier et de pouvoir rejoindre l'aventure en pensant qu'on est capable de faire promouvoir l'horlogerie française sur notre sol. Aujourd'hui, en 2014, Pékinier était la seule manufacture horlogère. Et donc, le côté patriotique, on va dire, de revenir en France pour redorer l'horlogerie française était cher à mes yeux. D'accord, donc depuis 2014, Pékinier à 100%. Exactement, c'est ça, depuis 2014. Magnifique. Et alors pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez un peu rappeler les grandes étapes de Pékinier? Alors du coup, on va parler aussi de sa création, j'imagine, rapidement. Bien après, des différentes étapes qui ont un peu marqué l'histoire de la marque et pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, alors donc la marque Pékinier, elle a été créée en 1973, hein, on fête cette année les 50 ans, où on pourra justement avoir l'occasion de revenir dessus pour la présentation de notre modèle anniversaire. Et donc, elle a été fondée par Émile Pékinier en 1973, à contre-temps de l'horlogerie, de l'horlogerie des années 70. C'est-à-dire que dans les années 70, avec l'arrivée du quartz, il y a une disparition dans tout le paysage horloger français de toutes les marques, les unes après les autres, hein, comme on connaît tous l'histoire LIP à cette année-là, dans ces années-là. Et donc Émile Pékinier, lui, il a décidé de partir à l'inverse, c'est-à-dire de pas créer une montre pour uniquement donner l'heure, mais de faire une montre avec un design spécifique et plus une montre bijou qui donnait l'heure également. Et l'idée, c'était donc très orienté féminin, contrairement aussi un peu à toutes les marques horlogères qui étaient très, très basiques, heure, minute, 30 secondes, basé en modèle rond et basé pour juste que ça soit utile et efficace. Et il a décidé, lui, de faire des montres design pour habiller les poignets des dames. D'accord. Ça, c'est donc Émile Pékinier, il a lancé cette démarche-là en 1973. Et après, pendant toutes ces années, jusqu'en 2004, il a créé des modèles iconiques de la marque en se spécialisant sur certains axes. Donc, à partir jusqu'en 2004, on va dire, trois gammes sont sorties du lot qui ont fait vraiment la création de la marque Pékinier. On a la gamme Morea qui est très iconique avec un bracelet très identitaire. On a la gamme Écus. Il faut savoir qu'Émile Pékinier est un fervent passionné d'équitation. Et donc, il a fait une montre en lien avec l'équitation. Donc, toute notre gamme Écus. Et ensuite, un troisième gamme qui sont des montres à bracelet interchangeable. Aujourd'hui, ces trois piliers de la marque, vous allez aujourd'hui encore pouvoir les retrouver dans notre gamme Pékinier. En 2004, il décide de prendre sa retraite et donc il transmet l'entreprise à une famille privée pour prendre la relève. Cette famille, issue de l'horlogerie, hein, avec un fort passé horloger, a décidé de rendre Pékinier en manufacture, c'est-à-dire intégrer la conception de ses propres mécanismes.
Donc à partir de 2004, l'envie est lancée de développer les mouvements, redévelopper, on va dire plutôt, redéveloppement des mouvements manufacture sur le sol français. Un gros challenge, Bien sûr. très gros challenge. Et donc il s'y emploie pendant toutes ces années pour sortir en 2012 le premier mouvement manufacture qui est le Calibre Royal. Calibre Royal qui a été une révolution lors de sa sortie avec un mouvement très grande complication, une très grande qualité de finition et fabriqué, développé, conçu, réalisé en France. À la suite de ça, évidemment, le côté manufacture s'est toujours développé. Donc après, ensuite, en 2017, on a eu la création d'un second mouvement qui s'appelle le Royal Manuel. Et depuis 2 ans, le Calibre Initial, qui a été développé également dans nos ateliers, qui est un mouvement également en manufacture français, mais qui est destiné pour élargir l'offre horlogère manufacture française à un public un peu plus large, on va dire. D'accord, ok, merci pour ce petit retour sur les étapes de vie de Pékinier. On parle de manufacture française, et je sais qu'aujourd'hui, il y a un débat vraiment, en tout cas, qui me tient à cœur, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marques en France qui abusent. Enfin, est-ce que c'est de leur faute véritablement? C'est plus peut-être la faute du label qui a été instauré par le gouvernement du Made in France. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le Made in France aujourd'hui? En quoi il ne représente pas forcément ce que vous faites? Parce que si on compare certaines marques qui se revendiquent du Made in France et la marque Pékinier, il y a possiblement un gouffre parce que vous faites toutes vos pièces, de la conception en fait, jusqu'à la fabrication est faite en France, et on sait que beaucoup de marques utilisent ce label Made in France qui est un peu flou pour produire ailleurs, faire assembler en France et donner ce label-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer aujourd'hui sur la réalité de ce label? Oui, en effet, vous avez raison. Le label, il est assez complexe pour un public non averti. Après, il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est que le label, comme vous avez dit, le côté fabriqué en France qu'on peut inscrire sur nos produits, est régi par un code douanier. Donc, c'est-à-dire que le code douanier indique la dernière opération du produit doit être réalisée en France. Ça permet d'apposer le côté fabriqué en France sur vos produits. Ça, la dernière opération, en fonction des personnes, on peut le voir comme on veut. Ça peut être poser un bracelet, ça peut être mettre la montre dans une boîte. Voilà, c'est assez large. Ensuite, moi, de mon point de vue, aujourd'hui, le côté fabriqué en France, ce qu'il faut retenir pour le fabriquer en France, ce qui est le plus important, je pense, pour notre pays, c'est de créer de la valeur sur le territoire. Donc, qui dit créer de la valeur sur le territoire, ça veut dire, en fait, avoir du personnel, générer des emplois, travailler avec des fournisseurs en France ou en Europe proche ou localement, on va dire. Nous, aujourd'hui, Pékinier, c'est complètement cette démarche-là qu'on a depuis la création de la marque, pour que ça soit bien clair. Et donc, aujourd'hui, on travaille, si je prends l'exemple du Calibre Initial, notre dernier mouvement manufacture, aujourd'hui, 100% de nos composants sont sourcés dans un rayon de 80 km. Alors évidemment, on travaille à Morteau, qui est à proximité de la frontière suisse. Donc 80 km, ça nous fait rayonner également sur un bassin industriel suisse. Il faut savoir que ça reste local. On est au centre du bassin horloger qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO en décembre 2021. Donc en fait, on reste dans une zone géographique bien connue pour ses compétences horlogères. Et donc, tout cet écosystème, quand on travaille en local, génère du travail chez nos sous-traitants, et donc des emplois, et fait vivre des familles, et nourrit le commerce de l'environnement. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut arriver à bien définir, le plus important du fabricant en France, c'est générer de la valeur ajoutée sur le sol français, employer, avoir des emplois, créer, faire vivre des familles, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. D'accord. Et en termes de proportion, par rapport à ce qui est fait sur le territoire français, parce que je sais qu'il y a certaines marques, par exemple, par rapport au système balancier spirale ou par rapport au ressort parfois de barillet, les font faire en Suisse parce qu'il y a une technique là-bas qui est plus avancée, et ça je peux comprendre franchement d'aller chercher des techniques qui sont meilleures encore là-bas pour l'instant, et tant qu'on fait le reste en France. Et voilà, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que vous faites en proportion en France et qu'est-ce que vous faites en proportion en Suisse? Est-ce que ça s'arrête au balancier spirale ou est-ce que vous allez un peu plus loin? Alors nous, en France, c'est assez large. Enfin, c'est-à-dire que sur le Calibre Initial, on va prendre ce cas concret qu'on parlait juste avant.
Sur le calibre initial, on a 72% des composants qui sont usinés en France. Oui, c'est important quand même. Et les 28 autres pourcents, pour être très transparent, sont approvisionnés en Suisse. En effet, vous avez mentionné à juste titre qu'il y a certains composants qu'on se doit d'approvisionner en Suisse parce qu'il n'y a plus, tout simplement plus les compétences en France. Que ça soit le balancier spiral, comme vous avez dit, ou le ressort de Barrier, ou certains autres éléments très spécifiques de la montre, ou alors qui nécessitent d'avoir une précision tellement compliquée que certains de nos fournisseurs français n'arrivent pas à tenir. D'accord. Et est-ce que vous avez quand même dans le développement de Pékinier aujourd'hui cette volonté, petit à petit, parce qu'évidemment je sais que ça prend du temps pour tous ces processus-là, de réimplanter ces savoir-faire qu'on n'a plus beaucoup en France sur certaines parties de la montre, ou est-ce que vous dites non, finalement les Suisses le font très bien, on va aller chez les Suisses, ou au contraire dire bon, pour l'instant on se prend chez les Suisses, mais en même temps on investit un peu sur notre territoire pour pouvoir développer ses compétences dans le futur sur le territoire français? Alors je dirais qu'il y a les deux cas encore. C'est Okay. toujours, c'est jamais simple. Oui, bien sûr. Mais il y a un cas déjà, c'est que nous on travaille avec de plus en plus de sous-traitants qui n'ont pas forcément d'historique horloger, mais qui souhaitent se lancer un peu dans l'horlogerie aujourd'hui. Et donc on travaille vraiment en partenariat avec eux pour les faire monter en compétences pour pouvoir faire des composants. Aujourd'hui, par exemple, je prends un cas qui est actuel dans notre entreprise. On travaille avec un fournisseur qui fait de l'usinage, qui n'était pas forcément dans l'horlogerie, qui a les machines qui correspondent à une qualité. Les machines ont la possibilité de pouvoir fournir des composants horlogers. Et donc, on a travaillé avec eux, je ne vais pas dire quotidiennement, mais presque, pour arriver à ce qu'eux remettent en place chez eux le processus d'industrialisation et d'usinage, et nous, en parallèle, qu'à la fin, on ait une pièce qui puisse être utilisée. Génial. Donc ça, c'est vraiment un travail au quotidien, et c'était vraiment dans le cahier des charges du calibre initial, au lancement du produit, en fait, avec l'équipe technique de Pékinier, on avait comme idée, en début 2019, on voulait faire un maximum de composants en France. C'était ça l'objectif du calibre initial. On va refaire un maximum de composants en France. Donc on a déjà fait beaucoup. Et après, il y a aussi des composants qui sont tout ce qui est balancier spiral ou ressort de Barrier. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir repenser et réindustrialiser ça en France, je pense qu'on est relativement loin de pouvoir réussir. C'est-à-dire que ça nécessite des compétences qui sont complexes. Alors les compétences, en général, on les a sur le sol français parce que les compétences des personnes qui travaillent dans ces groupes-là, en général, sont frontaliers, habitent très proches de notre entreprise. Et après, il y a un très gros investissement industriel pour arriver à relocaliser ce type de compétences. Et malheureusement, quand vous avez un gros effort industriel pour relocaliser ce type de compétences, il faut que derrière, il y ait un volume industriel pour arriver à rentabiliser. Bien sûr. Malheureusement, en France aujourd'hui, le volume industriel, il est relativement limité parce que ça va être destiné à un public de manufacture, pas un public de marque qui achète des mécanismes et qui les met dans des montres. Donc le public de manufacture aujourd'hui, bon, on a Pékinier et on a quelques personnes qui se développent, mais le volume global reste très faible. D'accord, entendu. Et j'avais une autre question qui vient d'arriver. Le calibre initial, j'imagine qu'il a été pensé évidemment pour satisfaire vos besoins, pour vos produits. Mais est-ce que dans le futur, et je connais un peu la réponse à la question, mais je veux en savoir plus, si une marque française ou pas française décide de se dit que finalement le calibre initial serait très très bien pour son nouveau développement produit, est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer, c'est-à-dire de vendre vos calibres pour des manufactures autres que la vôtre? Aujourd'hui, on l'a déjà proposé à quelques partenaires horlogers français également. Et donc, c'est quelque chose qui est discutable aujourd'hui par rapport à chaque projet, en fait. Ça va vraiment dépendre des projets de chaque marque. Et puis, on est ouvert, en fait, à discuter. D'accord, donc vous allez, dans le futur, c'est possible qu'on voit d'autres marques françaises ou pas françaises qui emboîtent votre calibre. Voilà, c'est possible. Aujourd'hui, on a aussi, nous, une forte croissance des ventes de montres dans notre manufacture.
Donc on a quand même une priorité sur la réalisation de nos produits. Et parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, on est basé à Morteau, qui est à proximité de la Suisse. Et donc on a quand même un problème de recrutement relativement complexe face à la concurrence helvétique. Bien sûr. J'ai une dernière question sur la production de composants, parce qu'on a parlé vraiment du mouvement, mais par rapport à l'habillage de la montre, que ce soit couronne, tige, boîtier, verre, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voulez absolument faire en France ou pareil dans le local, ou quand vous disiez les 72%, c'était que le mouvement? Alors écoutez, non, là c'est un peu plus large, ça dépend aussi des gammes de produits. Bien sûr. Parce qu'on a une gamme relativement large. Mais typiquement, on a aussi des partenaires en France avec qui on travaille pour faire, comme vous parlez, les couronnes. On a des verres. Alors forcément, les verres, c'est un peu spécifique également. Donc, c'est pas forcément tout fait en France, mais ça passe par un fournisseur français. On a aussi des démarches avec des fournisseurs de boîtiers français également. D'accord. Mais par contre, c'est relativement quand même complexe aujourd'hui de vouloir faire tout en France, clairement. Mais par contre, on a aussi un bassin industriel juste de l'autre côté de la frontière qui nous permet en fait de proposer ces produits. Et comme je disais tout à l'heure, c'est surtout, il faut mieux travailler, réfléchir localement que vouloir être pro-français. Oui, bien sûr, c'est plus intelligent. Alors, merci pour ces réponses. Et avant de parler de votre modèle anniversaire, donc 50e anniversaire, qui est le modèle Concorde, est-ce qu'on pourrait revenir sur, on va dire, les particularités un peu plus techniques de ce calibre initial, s'il vous plaît? Alors, ce calibre initial, il a été conçu pour, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour donner accès à un public plus large de la manufacture française, c'est-à-dire de l'horlogerie réalisée en France. Avec aussi une qualité de finition, des spécifications techniques améliorées. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de dire on va faire une copie d'un mouvement standard, suisse par exemple. Après, on aurait rencontré des problématiques de le prix, le coût, enfin, c'est compliqué. Donc nous, on a décidé justement de développer un mécanisme en proposant des spécificités améliorées qui sont principalement la réserve de marche, où la réserve de marche, aujourd'hui, on garantit les 65 heures de réserve de marche en remontage automatique. Donc, ce qui permet de vous la porter du lundi au vendredi, vous la posez vendredi soir, elle passe le week-end, vous la reprenez le lundi. C'est plutôt un confort d'utilisation. Et aussi un calibre qui est un peu plus fin dans son épaisseur, ce qui permet de faire des montres un peu plus élégantes et plus polyvalentes. D'accord, très clair. Et du coup, ce mouvement initial, vous l'avez incorporé dans ce modèle anniversaire, qui est un modèle, moi personnellement, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, ouf, ça change de ce qu'on connaissait chez Pékinier, ça s'écarte un peu du très classique qu'on apprécie aussi, et vous êtes sorti un peu de ce que vous aviez l'habitude de faire, ce qui est très bien, je trouve, parce que vous avez osé aller vers différentes formes de boîtiers, bracelets intégrés, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les inspirations de ce modèle et comment il vit aujourd'hui? Voilà, en fait, ce modèle, il est né déjà de plusieurs années de réflexion. C'est-à-dire qu'on est parti on travaille en collaboration avec des designers. Et des fois, à un certain moment de notre histoire, on a lancé des idées ou un peu des challenges pour avoir des propositions de nos designers qu'on a plus ou moins retenues. Et donc, cette pièce-là, en 2019, quand on a lancé, 2020 peut-être, quand on a lancé ce modèle-là, on s'est dit, on est parti d'un design qu'on avait déjà réfléchi quelques années auparavant, qui nous avait séduit et on n'avait pas encore utilisé. À partir de là, on a voulu faire, l'idée c'était vraiment, comme vous l'avez dit, de rajeunir un petit peu la marque et de lui donner une nouvelle dynamique. Donc, c'est-à-dire, on n'avait pas non plus de bracelets métalliques dans la gamme manufacture, entre guillemets, avec des mouvements maison. Et donc, on a décidé de travailler sur ce modèle-là et d'intégrer les codes forts de la marque Pékinier, qui sont principalement un bracelet métallique avec un design identitaire fort. Donc, on a travaillé, alors ça a été beaucoup d'itérations en partenariat avec les designers, et on a décidé de faire un bracelet intégré, comme vous l'avez pu voir, qui rappelle le lien pékinais, c'est-à-dire l'acier et le lien qui sont des
des marqueurs forts pour la gamme Pékinier depuis la création de la marque Pékinier. D'accord, très clair. Et ce produit-là, le Concorde, vous le proposez, si j'ai bien compris, en 2 tailles. Et c'est quoi le diamètre des 2 tailles? Enfin, Alors, le diamètre, les dimensions. Oui, les dimensions, on est sur une boîte plutôt carrée. Donc, on a une dimension 36 mm et une dimension 40 mm qui sont déclinées chacune en 7 variantes de cadran. D'accord. Et on est plutôt sur vraiment des produits mixtes. C'est-à-dire qu'on est plus sur des produits polyvalents, hommes-femmes, en fonction des goûts et des tendances de chacun. Bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne idée parce que toujours aujourd'hui, quand une marque sort un 40 mm, il y a toujours des irréductibles qui veulent le 38, le 37. Donc, j'avoue que c'est pas mal directement de sortir les deux, ça évite ce genre de problématique. Très bien. En conclusion, j'avais une petite question. Alors, ce qui va sûrement aller chercher des petits secrets, mais là, vous avez travaillé le calibre initial qui est, on va dire, un calibre avec des complications simples. Est-ce que vous avez déjà dans la réflexion d'aller chercher, alors même si vous avez le calibre royal, qui existe depuis longtemps et qui propose des complications grande date et phase de lune, si je ne dis pas de bêtises, d'aller développer des calibres avec d'autres complications, pour ne pas dire par exemple le chronographe ou ce genre de choses. Est-ce que c'est en réflexion pour l'instant? Est-ce que c'est inimaginable ou est-ce que ça vous travaille déjà un petit peu? Alors, très bonne question, merci. Non, alors déjà, juste pour vous remettre, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter notre manufacture. Non, pas encore. Donc nous, on est un bureau technique où il y a 4 ingénieurs qui travaillent sur tous nos développements produits. D'accord. Donc évidemment, 4 ingénieurs, c'est forcément, on travaille sur SolidWorks en développement, et donc on a forcément passablement de développement de mécanismes en études. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, vous dites, le chronographe, c'est inimaginable. Je pense qu'aujourd'hui, on a les compétences en tout cas, on a les connaissances et les compétences pour arriver à développer ce type de complication, qui est une complication, qui est une vraie complication proprement dite. Mais après, il y a aussi toujours un côté économique derrière qu'il faut avoir en vision. C'est-à-dire que développer un chronographe, il faut savoir quel volume on est capable aussi d'absorber avec ce type de développement et voir et positionner un produit manufacture à quel tarif. Parce que si derrière, on fait un développement pour se faire plaisir et positionner la montre hors marché, ça ne va pas être productif pour la société. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et après, pour répondre à votre question, oui, on a passablement de développement en cours sur des autres complications. Qui, j'espère, verront le jour début 2024. Super. Alors, je disais le chronographe en particulier parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une souffrance pour beaucoup de... Ouais. Alors déjà, pour les consommateurs, première chose, et pour des marques qui se développent et qui veulent lancer des montres avec des mouvements de chronographe, parce que le chronographe, le problème aujourd'hui, c'est qu'il est massif. Et souvent, les montres sont larges et surtout très épaisses. On est quand même autour des 15 mm. Et je sais qu'il y a quand même une attente sur le marché. Évidemment, après, c'est toujours une question de développement, de prix de vente. Une attente assez forte sur une montre chronographe qui retourne à des proportions, on va dire, justes et correctes. C'est pour ça que j'avais dit le mouvement de chronographe. Ouais, je vous en doutiez, je pense. Vous connaissez bien le marché aussi bien que moi, donc tout à fait. Non, c'est clair qu'aujourd'hui, sur le marché des chronographes, c'est soit vous avez les grandes maisons qui ont leur chronographe intégré, que vous connaissez probablement, soit vous avez les autres marques qui utilisent des chronographes standards et qui sont en général relativement massifs, en effet. Donc voilà, on attend le chronographe chez Pékinier dans quelques années. On croise les doigts. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Dany, pour ces quelques minutes d'entretien. Je pense que les gens ont appris plus de choses sur Pékinier. J'ai appris plus de choses sur Pékinier aussi parce que j'ai aussi mes lacunes, hein, ça arrive. Voilà, merci d'avoir fait le chemin en tout cas depuis Morteau vers Paris et au plaisir de vous recroiser bientôt, peut-être pour parler début 2024 de nouvelles complications, peut-être. Avec plaisir, merci Nicolas. Et en tout cas, je vous invite à venir découvrir notre manufacture à Morteau pour voir comment on est installé. Je vous fais la promesse avant la fin de l'année, comme ça sera fait. On viendra avec Valentin et puis on fera des images. Eh bien super, voilà. Ça marche, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Heads Up. Merci beaucoup et bonne journée.